Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en forme. Alors, je vous remercie d'avoir répondu présent. C'est une initiative, je dirais, qui a pour but de pouvoir éclairer un peu sur le marché immobilier en 2024. On entend beaucoup de choses. L'immobilier fait vendre aussi beaucoup de papiers en ce moment et ça inquiète beaucoup de personnes. On est au cœur d'une tempête, hein, mais vous allez voir que, en tout cas, les prévisions et la vision que j'ai de cette industrie, donc de l'immobilier, mais plus particulièrement de l'immobilier ancien, offrent des perspectives plutôt rassurantes. Alors, on va commencer, on a à peu près 30 minutes à passer ensemble, et on va commencer par un constat de marché qui est assez clair et qui, vous allez voir, qui est assez édifiant. N'hésitez pas à répondre en commentaire parce que je les verrai. Je suis à la console, hein, je vois tous vos messages, je peux même les afficher. Donc bonjour Laurent, bonjour Émilie. Voilà, je vois que vous êtes tous là, c'est impeccable. Alors, on va commencer par un constat qui est de dire que le marché est un marché orphelin. En tout cas, le marché de l'immobilier est un marché orphelin d'un gouvernement qui nous a littéralement abandonnés. Bon, même s'il y a des sursauts, et vous le voyez avec la nomination du nouveau ministre qui essaye de mettre des choses en place, forcément, il a entre les mains une inertie qui est assez incroyable. Il a quelque chose de très lourd à déplacer. On a un gouvernement qui n'aime pas l'immobilisme dans sa capacité financière et qui aime les choses qui sont liquides. Donc l'immobilier n'étant absolument pas liquide, on se retrouve avec un gouvernement qui nous a un peu laissé orphelins. Donc c'est pour ça que je commence cette petite présentation par ça. Et je pense que tous les acteurs de l'industrie immobilière font ce même constat, de n'avoir ni cap, ni vision, ni feuille de route connue et précise de la part du gouvernement. Donc, il y a un flou artistique pour nous en tant que professionnels. Et in fine, il y a un flou artistique très fort pour le consommateur final. Et c'est ça, en fait, qui grippe toute la mécanique. C'est le manque de confiance qui va gripper le phénomène d'acquisition immobilière. On achète de l'immobilier à partir du moment où on fait construire de l'immobilier, à partir du moment où on est confiant en l'avenir et à partir du moment où on a un peu de visibilité. Alors, on va parler de quelques gros mots qui ont été mis en place par le gouvernement. On parle donc, enfin, pas mis en place, mais en tout cas appuyé très fortement, le HCSF, que vous voyez ici, donc le Haut Conseil de stabilité financière. Donc, c'est eux qui régulent un peu les conditions. On va faire simple, on va simplifier beaucoup les choses aujourd'hui. C'est eux qui régulent la possibilité de donner la possibilité aux établissements financiers de pouvoir arbitrer certains dossiers. Donc, c'est eux, les 35% d'endettement, les possibilités de dérogation, le taux d'usure qui est là aussi. Donc là, on a un contrôle sur le marché financier, en tout cas sur les prêts immobiliers du HCSF, qui est très fort et qui, du coup, nous a posé une chape de plomb, vous vous en souvenez tous, avec le taux d'usure qui a littéralement bloqué le marché. On parle de la loi climat et résilience. Ça, c'est un gros flou artistique aussi. Donc, les DPE, les nouveaux DPE, les changements de réglementation, les changements aussi pour la loi climat et résilience. En bas, peut-être un peu moins connu, mais c'est donc le zéro artificialisation net. Ça aussi, c'est très compliqué aujourd'hui de construire. On peut parler de la RE 2020, qui sont des normes de construction intenables. Et puis, on peut parler aussi de l'IFI. Tout ça, on ne pouvait pas faire mieux dans un délai à peu près de 2-3 ans, de poser des conditions si dures de marché. On ne pouvait pas faire mieux pour gripper le marché. Alors, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est programmé? Je ne pense pas que ça soit volontaire. Et on va voir. Je pense que c'est surtout programmé. Aujourd'hui, on arrive à un point de rupture qui est voulu par le gouvernement. De toute façon, l'objectif, c'est de casser la courbe de croissance de notre marché. Vous savez qu'Emmanuel Macron a très clairement, il est là, on l'a mis en photo, bien sûr, parce que c'est après lui, c'est lui qui va mettre en place les mesures aussi et son gouvernement, de façon à relancer notre industrie. Et même si nous, dans l'immobilier ancien, on est très impactés, je pense à mes amis qui sont dans la construction, dans la promotion, et pour eux, c'est un véritable désastre. Donc, voilà un peu les notions qui nous ont plombé, bousillé le marché véritablement depuis 2 ans. Alors, un scénario inévitable de retournement de marché, ça c'est, alors je ne l'ai pas logotisé, mais c'est la FNIM et Loïc Quentin qui avait fait ce visuel. On voit la crise des subprimes en 2008-2009, le prix moyen 2 000 € en France en 2005, en 2006 2250, en 2007
On sentait qu'on avait tiré sur tous les élastiques. On le savait. On savait que l'immobilier ancien allait se retourner. C'était une évidence. Et en 2007, on avait tiré sur les prix. Donc, les prix augmentaient de 10% par an. Entre 2002 et 2007, le marché a pratiquement doublé. Et on savait que ça allait exploser. Ça a explosé. Le détonateur, ça a été la crise économique mondiale, la crise des subprimes. Et donc là, on s'est retrouvé sur un marché qui, pendant un an, a stagné en prix. Et puis sur un marché qui s'est retourné, en fait. On a un effet de retournement en 2009, mais qui est reparti directement en 2010 et qui est reparti très fort. On va le voir, on va l'analyser dans les graphiques. En 2008, j'ai été sur le terrain et la traduction, en fait, de la crise de 2008, c'est qu'elle était très brutale, très violente, mais elle est aussi repartie assez fort parce que, contrairement à aujourd'hui, il y avait beaucoup de biens sur le marché. Il y avait beaucoup de biens disponibles. Je vais vous donner des exemples. On va s'appuyer sur des chiffres. Sur une agence immobilière que je gérais, on avait entre 100 et 120 mandats de vente actifs en 2009. Aujourd'hui, en 2024, on se retrouve avec 25 à 30 mandats. Donc, il y a 4 fois moins de biens à vendre. Et on va comprendre aussi pourquoi il y a moins de biens à vendre. Aujourd'hui, on est là. Forcément, les prix ont augmenté. Aujourd'hui, en 2020, on était à 2750 sur la moyenne nationale. 2021, 2900. Et puis, on a eu l'effet Covid. Donc, on le voit bien là. On va le voir sur d'autres slides. Et 2022, on voit bien, les prix ont commencé à baisser. 2024, fin de la boucle. Et maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est comment ça va repartir. C'est ce qu'on va essayer de traduire. Alors, j'ai emprunté ce graphique à mon ami Vincent Bellassène, que vous connaissez certainement. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à suivre son actualité et ses prises de position. Donc, voilà la surface qui a été perdue pour un acquéreur qui empruntait à 27 avec la même mensualité sur la différence de taux. Donc, il a perdu 9 mètres carrés. Donc, il a perdu à peu près entre 25 et 30% de pouvoir d'achat. Et le coût des intérêts, je ne vous en parle pas. Voilà, donc forcément, c'est une baisse brutale du pouvoir d'achat. Forcément, ça impacte le marché. Alors, j'ai essayé de rendre les choses un peu plus compréhensibles. Là, on est sur le nombre de ventes immobilières avec une base 1 qui se situe à 2004. J'étais déjà donc dans le marché. On avait un marché qui était très, très dynamique, mais qui se tenait bien. On a eu la crise des subprimes. On va rappeler ce que c'est. J'ai mis cette petite phrase à côté qui va vous plaire. Ce qui se perd se récupère. Et en immobilier, ça se confirme toujours. On a une crise de subprime qui a littéralement fait fondre le marché. Ça a été, comme je vous le disais, très brutal. Mais comme vous voyez, c'est reparti aussi très vite. Donc, crise de subprime en 2008, qui se répercute 2008-2009. On a une baisse de volumétrie, bien sûr, qui est décalée. Et ensuite, on a un effet de relance avec le super prêt à taux zéro, avec les mesures Sarkozy, avec un gouvernement qui voulait une France de propriétaires. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, forcément, il y a eu des mesures très rapides qui ont été mises en place. Si vous vous souvenez, on a eu les intérêts d'emprunt déductibles qui étaient à acter avant fin 2010. Et donc, on avait, nous, en agence, en tout cas, on a eu un rebond assez incroyable. Et bon, ce qui se perd se récupère, mais au bout d'un moment aussi, ce qui monte trop haut descend aussi au bout d'un moment. Et puis, on a perdu. En 2012, on a traversé une deuxième petite crise, mais c'était un ajustement de marché. Et puis ensuite, on a eu un marché qui a eu une croissance, je dirais, un peu forte, mais plus ou moins maîtrisée, quelque chose d'assez stable, jusqu'en 2020, où là, vous savez ce qui s'est passé, on ne va pas vous le répéter, le Covid. J'étais un des premiers à dire, quand on va lâcher le confinement, on va avoir une augmentation de la volumétrie qui va être très, très importante. Il y avait beaucoup de pessimistes qui disaient non, les gens ne vont plus vouloir acheter, ils ne vont plus vouloir prendre de risques, ils ne vont plus vouloir s'exposer. C'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que la confiance était là et le besoin était là. On a perdu de la volumétrie et bien sûr, vous comprenez le haut de la courbe, on a eu un effet rebond incroyable avec des années incroyables où pour faire ce métier de transactionnaire dans l'ancien, il fallait que très peu de compétences, mais il fallait surtout des biens à vendre. Là, aujourd'hui, on est sur une crise. Donc, on est là, on est sur une crise qui est multifactorielle, la guerre, l'inflation, mais surtout la politique aussi des pouvoirs publics et un plan de relance qui est totalement absent. Donc, plan de relance, 3 petits points. Voilà, aujourd'hui, pour l'instant, on est, comme je vous le disais, encore orphelin. L'évolution des transactions sur cette année. Donc ici, vous avez un fin de cycle normal que moi j'ai positionné à peu près à partir de décembre 2019. C'est-à-dire qu'on aurait dû avoir un effet de décroissance de marché, comme on avait pu avoir ici. On avait eu une augmentation Covid. On aurait dû avoir un effet de décroissance. Tout ce qui se gagne aussi se perd au bout d'un moment. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Mais on a eu un effet rebond, comme vous le savez, au niveau du Covid.
Donc ici, c'était la fin de cycle normal. Et ici, on a eu un cycle post-Covid qu'on paye aussi en partie aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que la crise, elle est multifactorielle. La zone de volumétrie ordinaire, elle se situe là. Elle se situe dans ce tunnel entre 950 et 1,50 million en termes de volumétrie. Là, on va descendre, on va faire une année à peu près à 800 ou 850 000. On a un marché de besoins qui est très qualifiable, un marché de besoins qui va se situer à peu près à 65-70% de la volumétrie. Le reste, c'est du marché de confort. Le marché de besoins, c'est les 3D, décès, divorce, déménagement. Déménagement pour mutation, plus grand, plus petit, mais on achète 30% de la volumétrie est générée par du marché de confort. Et on n'achète pas si on achetait plus grand ou si on s'endettait un peu plus pour avoir une maison peut-être plus proche du centre-ville, on n'achète pas comme ça aujourd'hui, on achète sur les 3D, sur du besoin primaire et principal. Alors, on va parler aussi des taux d'intérêt, parce que les taux d'intérêt, forcément, c'est ce qui a retourné le marché. Donc ici, on est sur des taux, là, en orange, hors renégociation. Bon, même des négociations, il n'y en a pas énormément en ce moment. Mais voilà. Et puis ici, en zoom, on voit entre janvier 2022, c'est l'explosion. C'est x4. Donc, c'est extrêmement violent. Et la BCE, la Banque Centrale Européenne, a tiré sur le manche d'un coup. On va le voir après, on va l'analyser. Forcément, ça a eu des répercussions. Ça a eu des répercussions, vous vous souvenez, sur un taux d'usure qui ne suivait plus, en fait, et les banques ne prêtaient absolument plus. On a perdu beaucoup de dossiers, nous, sur le taux d'usure qui nous a un peu capé. Alors, je vois des gens qui sont là, Virgile, voilà, je vous salue tous, bien sûr. Et surtout, Laurent, qui dit une phrase assez importante, pas de confiance, pas de business. Exactement. Pas de confiance, pas de business. Alors, voilà les taux. Donc, du Parisien, l'article du Parisien, qui n'est pas si vieux, donc 6 novembre 2023. Et je l'ai mis parce que, est-ce que les taux de crédit à un plafond? Au bout d'un moment, les gens ont peur de se dire, ça va littéralement exploser. On ne va pas trahir de secret, vous le savez. Normalement, en tout cas, si vous suivez l'actualité, la BCE a prévu, bien sûr, de pouvoir maintenir ses taux directeurs, de ne plus les augmenter et que le seul mouvement serait à la baisse. Alors, quand? Ça, c'est quelque chose qu'on va voir aussi après. Quand? On ne sait pas. On a quelques idées quand même. On a quelques petites idées. Donc, un petit rappel sur la crise des subprimes. La crise des subprimes, ça a été... désolé, il y a une faute ici. Bon, vous voyez en tout cas que c'est du fait maison. En 2007, les taux directeurs de la Banque centrale américaine ont explosé de 1 à 5. Il y avait des prêts qui étaient distribués et c'est ça qui a fait littéralement, c'était des prêts variables, c'est ça qui a créé une liquidité de biens à vendre assez importante parce que ces prêts ont littéralement fait exploser le marché. On se retrouvait avec beaucoup d'actifs à vendre et à des prix qui baissaient. Donc forcément, ça a fait exploser le marché. Mais tout ça pour vous dire qu'en France, on a réussi à passer à travers cet effet-là parce qu'on a une typologie de prêts qui est très sécuritaire. Donc ici, la France en bleu, c'est le nombre de taux de crédit à taux variable. Vous le savez, en général, c'était capé. Donc capé plus 1, moins 1 pour les moins exposés. À l'époque, on le voit, on faisait beaucoup de prêts à taux variable. En 2005-2006, c'était une solution pour augmenter la capacité d'emprunt des ménages, pour faire face aussi à l'augmentation des prix. Vous vous souvenez, on prenait 10% par an. Donc, ça a été un artifice, ça a été un outil pour solvabiliser les Français. Et donc là, on a pratiquement perdu tout usage du taux variable. Ça a été une politique qui nous a vraiment protégés. Et contrairement à certains pays qui ont, vous allez voir, maintenu un certain volume de crédit à l'habitat, on voit l'Italie ici, qui, eux, ont fait exploser le taux variable. Donc voilà, une typologie d'emprunt à taux variable, c'est devenu une exception en France. Aujourd'hui, on parle de taux hybrides de façon à redynamiser le marché avec une partie in fine. On verra comment vont s'adapter les banques. En tout cas, le signal est très clair. Les banques sont dans le game, ils veulent prêter. C'est un moyen d'entrée de clientèle qui est très, très importante. Et ils cherchent aussi et ils modulent des produits. Alors, le renchérissement du loyer de l'argent, il s'est opéré à l'unisson entre les grandes économies. Alors, plus ou moins, la BCE a tiré le manche, elle est là un peu plus tard que les autres, mais elle avait un loyer de l'argent qui était un peu plus bas. Mais vous voyez, en fait, les escaliers, là, c'est des 0,5 qu'on s'est pris à chaque fois. Donc, on a la BCE
qui est là en bleu. On a la Banque d'Angleterre, forcément, maintenant, qui est là. Et on a la Réserve fédérale américaine qui est là. Donc, d'une façon générale, tout le monde a augmenté en même temps. Les acteurs se regardent aussi de façon à voir qui va amorcer la baisse en premier. Je pense que ça ne sera pas les États-Unis, en tout cas, ce ne sera pas la Réserve fédérale. J'espère que ça sera nous, parce que dans la politique de la Réserve fédérale américaine, c'est plutôt d'attendre le mois de septembre. Dans la politique européenne, c'est plutôt des espoirs sur le mois de juin, mais en tout cas, il ne se passera rien en mai. J'ai très peu d'espoir sur le fait qu'il y ait une baisse sur le mois d'avril. Pourquoi? Parce que vous connaissez l'inflation, l'objectif, elle est là, on va en parler après, pardon. L'objectif, c'est de caper l'inflation, mais on va en parler après. La production de prêts immobiliers, elle est en chute de 50%. La France est là. Donc, on a distribué, vous voyez, ça a été bien divisé par 2 par rapport à la moyenne. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est l'Allemagne, comment s'est comportée l'Allemagne, à peu près de la même façon que nous. Mais comment se sont comportés aussi d'autres pays qui ont d'autres cultures immobilières, qui consomment l'immobilier de façon différente de nous. C'est beaucoup plus culturel, c'est encore plus culturel que nous. On voit l'Espagne et l'Italie qui ont eu des trous d'air, mais qui ont réussi à maintenir une certaine volumétrie. Donc la production, ce qu'il faut retenir, c'est quand même moins 50% de production mensuelle distribuée. Voilà, donc c'est énorme. On a perdu 50%, nous, de chiffre d'affaires, à peu près entre 40 et 50% de chiffre d'affaires dans les agences. Ça s'explique tout simplement ici. Alors, c'est important aussi de voir la solvabilité des ménages et on va parler de l'épargne aussi, mais de voir comment sont endettés les Français. Donc, on voit ici plus 15% d'endettement moyen, donc sur la part des revenus disponibles. L'endettement moyen des Français était à 25%. En 2007, je vous le disais, on avait tiré sur tous les élastiques, on a tiré sur la durée du prêt, on avait tiré sur l'endettement, et donc on avait des prêts qui étaient même sur 30 ans, et on avait des clients qui pouvaient se faire financer sur plus de 40% d'endettement. Et on le voit en fait, ça a décroché littéralement parce que les ménages ne pouvaient plus, on ne pouvait plus continuer dans cette politique-là. Aujourd'hui, on a une politique, c'est pour ça que tout n'est pas acheté. On a une politique HCSF qui a été renforcée avec pour objectif d'éviter le scénario 2000-2008, c'est-à-dire de surendetter les Français. La crainte, c'est véritablement de se retrouver avec des Français qui ne peuvent plus assumer leur loyer de l'argent, leur emprunt immobilier. Donc, c'est plutôt protecteur, même si ça a été violent. L'étape la plus violente a été le taux d'usure. Même si ça a été violent, ça a été plutôt protecteur. Alors, on parle aussi de la durée des prêts. La durée des prêts, on le voit. En 2001, vous allez voir, c'est assez édifiant. En 2001, on emprunte en moyenne sur 15 ans. Et là, en 2008, donc on a eu une explosion littéralement de la durée. L'emprunt moyen se situait sur pratiquement, là il y a une coquille, pardon. Oui, il y a une coquille, mais pratiquement sur 20 années, parce que là, c'est 15,3 et 17,3. Au moins, vous voyez que c'est du fait maison. Donc, la durée des prêts, en tout cas, en 23 ans, elle a augmenté de 60%. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de revenir dans le passé, de revoir un peu ce qui s'est passé dans les années. Et on a tous entendu sur le terrain, en tout cas, nous les conseillers immobiliers, des prêts à 17%. Les prêts à 17%, ils étaient là. Et quand on prend des anciens titres, quand on va chez les propriétaires, on les voit, c'est prêts à 13, 14%. Donc, il faut relativiser. Aujourd'hui, on n'est plus là. Aujourd'hui, on se resitue plutôt ici. Mais les prêts, aujourd'hui, dans le discours qu'on doit avoir avec nos clients, les taux d'intérêt sont des taux on a pratiqués sur le marché pendant des années. Donc, il ne faut pas diaboliser. Ce n'est pas les taux d'intérêt qu'il faut diaboliser, c'est plutôt la confiance qu'on doit donner aux ménages pour qu'ils aillent vers l'acte d'achat et donc qu'ils osent s'endetter. Alors, bien sûr, il faut pouvoir le faire et il faut pouvoir avoir des conditions qui le permettent. Alors, la durée d'allongement des prêts sur 60 ans, donc elle a doublé. En 1965, on s'endettait sur 10 ans. Forcément, pour faire face au coût de l'immobilier qui a augmenté, on a dû allonger la durée de prêt. Et aujourd'hui, la durée moyenne, voilà, elle est là, elle est plutôt sur 21 ans. Alors, on a cette courbe qui est intéressante, c'est la part de revenus disponibles. Donc, la part de revenus disponibles, c'est hors impôt. Le coefficient a été multiplié par 2, c'est-à-dire que le prix des logements a doublé, mais l'exposition aussi des Français a doublé, c'est-à-dire qu'ils ont consacré 2 fois plus de leurs revenus disponibles
pour s'endetter pour le logement. Donc, c'est très clair. Là, ici, c'est l'année 2000. 35 ans de stabilité, mais 6 ans d'envolée entre 2000, on va dire peut-être 2001 et 2008. Une deuxième phase de stabilité. Donc, les Français ont doublé leur part de revenus disponibles pour le mettre à disposition du logement. C'est ce qu'on appelle la bulle. Tout le monde pensait que cette bulle allait exploser, mais elle n'a pas explosé parce que c'est aujourd'hui, je pense, une normalité de marché. On a tiré sur les durées, c'est-à-dire qu'on a tiré sur tous les élastiques sur lesquels on pouvait tirer. Et là, aujourd'hui, on se retrouve là sur une autre envolée. Voilà. Bon, l'objectif, c'est de rétablir ici pour avoir quelque chose de sain qui continue. Alors là, on vient d'avoir une augmentation du SMIC. C'est un petit rappel quand même. Voilà le SMIC. Alors c'est tout petit. En 1983, voilà, le SMIC en 1950, il était à 21 euros. Aujourd'hui, il est à 1700 euros. Donc, c'est pour voir aussi que les salaires ont aussi bien augmenté. Donc, toutes les courbes aussi sont à analyser de façon macro. Alors, cette slide a été assez intéressante parce qu'elle a permis de voir que les Français consomment le logement de façon différente. C'est ça qui les a aussi plus endettés avec le temps. En 1970, on était en moyenne 3,1 par logement. Et la surface moyenne des logements était de 70 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est des chiffres que j'ai plus depuis 2010, mais 2,3 personnes par logement pour des logements de 91 mètres carrés. Donc, on a acheté plus grand, donc forcément, on a acheté plus cher, donc forcément, on s'est plus endetté. Et donc, la surface moyenne, elle est devenue en France, donc on ne doit pas être loin de ces chiffres-là. On voit qu'on a une stabilité ici, on doit être sur le même niveau de stabilité, 40 mètres carrés par personne. Donc, ce qui était plutôt à 23 mètres carrés par personne. On le voit, les maisons de 1950, 1970, c'est des plus petites pièces. Et je ne vous parle même pas des meulières de 1930, c'est des petites pièces avec des cheminées pour pouvoir se chauffer. Enfin voilà, on consommait l'immobilier de façon totalement différente. C'est ça qui explique aussi l'endettement accéléré et le prix de l'immobilier qui a aussi augmenté. Alors, une évolution x3, presque x4. J'ai rajouté ces petites flèches. L'immobilier, par rapport aux revenus, a triplé entre 1960, plus que triplé même, et 2024. Si on fait un zoom sur Paris, ça fait mal, parce qu'on a tous eu peut-être à un moment une occasion d'investir à Paris. En 2000, c'était 2740 € le prix au mètre carré moyen. Donc, tout le monde fait ses comptes et tout le monde se dit « mince, pourquoi je n'ai pas investi en 2000 ?» Parce qu'aujourd'hui, on est à peu près dans ces eaux-là, à peu de choses près, on récupère des marchés de 2016-2017, on récupère des prix de marché de 2016-2017. Donc, on se dit tous « pourquoi on n'a pas investi en 2000 ?» Bon. Alors, par contre, quand on investit en 2024, l'objectif, c'est de se dire en 2048, j'ai bien fait d'investir en 2024. Et c'est la conclusion qu'on va tirer, vous allez voir. Alors, est-ce qu'on a des perspectives de marché qui sont prometteuses ? Selon moi, oui, très clairement, oui. Le tableau, il n'est pas que noir, comme le montre cette image. Pour moi, le tableau, il est plutôt optimiste, en tout cas pour l'immobilier ancien. Et on va voir pourquoi. On a récupéré, donc ça, c'est une courbe sur le prix moyen des logements en France. On va prendre la courbe rouge, la courbe bleue, pardon. Donc, on récupère les niveaux de prix de marché qu'on avait entre 2016 et 2017, qui étaient déjà des prix assez élevés. Donc là, on est sur la moyenne nationale en France. Il y a des régions qui sont plus hautes, il y a des régions qui sont beaucoup plus basses. On va avoir une cartographie où on a des régions qui ont explosé en prix, même pendant la crise, et il y a des régions qui ont perdu beaucoup. L'Île-de-France en fait partie. Donc le marché, il s'est adapté, mais il s'est adapté à retardement. Et c'est ça qui a créé une grosse différence par rapport à 2008. 2008-2009, on avait des baisses de prix qui étaient extrêmement violentes et on a un marché qui s'est ajusté beaucoup plus vite. La crise, en tant que professionnel, on la sent et on le voit bien ici, on la sent depuis 2022. Et ce n'est pas du ressenti, ce n'est pas un marché en crise ressenti, c'est un marché en crise véritablement depuis 2022. Et depuis 2022, on a eu une baisse qui s'est étalée sur 2 années, donc une baisse à peu près de 8% en national, entre 8 et 10%, mais ça n'a pas été immédiat. Donc la vision aujourd'hui, c'est de se dire que cet effet-là qui aurait dû normalement se couper, on aurait dû arrêter la courbe ici. Tout ce qu'on a gagné ici, on le perd d'autant plus vite. Alors, les prévisions de baisse meilleur agent, bon, c'est ce que j'ai trouvé de plus clair.
Pour 2024, Paris et région parisienne, une baisse encore de 5%, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas acheter. Au contraire, je crois que c'est Winston Churchill qui disait n'attendez pas pour acheter de l'immobilier, achetez de l'immobilier et attendez. C'est très juste. Achetez de l'immobilier et attendez. Comme on disait en 2048, on sera content de se dire voilà, l'immobilier, il a doublé. Et on a à côté de ça des régions qui ont pris en valeur. Donc, c'est très disparate, on le voit. Mais d'une façon nationale, on a un immobilier qui va baisser à peu près de 4 à 5% sur 2024. C'est des taux, c'est des actes actés. Donc, c'est pour les conseillers qui sont sur le terrain, c'est des promesses de vente pour la plupart qui sont déjà signées ou qui vont se signer. Ça ne prend pas en compte le deuxième semestre. On va venir après sur le côté périodique qui nous attend pour une reprise qu'on attend tous. Alors, on a aussi une mécanique salaire-inflation qu'il faut prendre en considération. On nous a beaucoup parlé de l'inflation. Je suis chef d'entreprise. Donc, l'inflation, on s'est tous pris en pleine tête, mais il y a aussi quelque chose qu'on s'est pris en pleine tête, c'est l'augmentation des salaires. Et l'augmentation des salaires, aujourd'hui, a rattrapé l'inflation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi pour l'augmentation des prix immobiliers, parce que les salaires ont augmenté. On ne peut pas regarder uniquement la courbe des augmentations de prix de marché. Il faut prendre en considération tous les autres facteurs qui ont aussi été amenés par cette mécanique inflation. Donc, pour lutter contre l'inflation, on augmente les taux directeurs et forcément, on est obligé d'augmenter les salaires de façon à pouvoir réguler tout ça. Donc, c'est ce qui s'est passé et on le voit. Ce visuel, il est très clair. Donc, ici, on a en orange, on a la courbe de l'inflation et ici, on a l'augmentation moyenne des salaires. Alors, les prévisions ciblées, donc, bon, voilà, on le sait tous, c'est 2%, je pense qu'on l'a tous entendu. Et une autre chose qu'on entend aujourd'hui, c'est la dette d'État. Mais on a deux choses qu'on entend, c'est la dette d'État et c'est l'objectif d'inflation. Donc, l'objectif d'inflation, c'est 2%. Je crois que c'est en Allemagne où on est à 2,4%. Sur la France, on est en tout cas, on est bien parti pour les atteindre. Plus vite on les aura atteints, plus vite la BCE déverrouillera. C'est taux directeur, la BCE ne veut pas déverrouiller trop tôt, de peur qu'on se retrouve aussi sur une inflation qui reparte. Mais il ne faut pas tomber non plus en récession. Et c'est peut-être aussi ce qui nous pend au nez. C'est peut-être aussi ce qui va accélérer, je l'espère, sur avril, même si ça reste un fantasme, mais plutôt sur juin, sur le loyer de l'argent, le fait de redéverrouiller les taux. On parle aussi de salaire qui augmente, mais on parle aussi de taux d'épargne qui a augmenté. Très clairement, aujourd'hui, on est là, on est sur à peu près 17% du revenu disponible qui est épargné. On le voit bien, on a constitué énormément d'épargne pendant le Covid. Cette épargne a été dilapidée. Forcément, ensuite, il y a eu beaucoup d'acquisitions et on le voit. Il y a eu la part de cash dans les transactions immobilières ces 2 dernières années a doublé. C'est-à-dire qu'on avait 2 fois plus de cash, d'apport dans les emprunts, dans les achats immobiliers qu'on avait dans les années d'avant. Là, aujourd'hui, forcément, ça a été un peu liquidé, l'épargne des Français a été liquidée, mais il en reste. Donc, les Français ont de l'argent et les Français veulent de l'immobilier et les Français, en fait, attendent juste des signaux qui soient des feux verts de la part d'un gouvernement, mais aussi de la part des médias. Malheureusement, vous le savez, les médias influent énormément sur l'immobilier. Je parle souvent à mes conseillers en leur disant, d'ici peu de temps, la presse vendra du papier, c'est le moment de l'acheter de l'immobilier, allez-y. Et c'est à partir de ce moment-là où les clients regagneront en confiance. Forcément, on est dans ce type de pays, on est soumis à un influx des médias et je pense que c'est pour dans très très peu de temps. Dès que les taux vont redéverrouiller, les messages passeront au vert. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est où est-ce qu'on en est en termes de démographie. Quand j'ai préparé, moi, cette conférence, j'y ai mis du cœur, j'ai essayé de vous mettre quelque chose d'assez complet, mais ça m'a fait travailler surtout moi sur quelles décisions je dois prendre pour mes entreprises. Ceux qui me suivent, vous le savez, je représente 2 réseaux, Agentis et WeLodge. Donc, les meilleures directions à prendre, elles se traduisent aussi avec les courbes démographiques. Et quand j'ai vu cette courbe démographique, je me suis fait un constat assez clair. C'est que là, aujourd'hui, on est là. On a encore quelques belles années, mais il va falloir diversifier ses activités. Là, je parle aux professionnels de l'immobilier. Il va falloir diversifier ses activités parce qu'on le voit, donc en termes de naissance, le solde des décès va devenir à un moment supérieur au solde des naissances. On a un immobilier qui va être aussi vieillissant, donc d'où la potentialité d'aller sur du viager, la potentialité de diversifier aussi ses activités, sur la gestion locative.
Donc, c'est riche d'enseignements, cette courbe démographique. On ne va pas se retrouver sur un pic comme on a pu connaître ces 50 dernières années. Au contraire, on est sur un seuil qui est relativement stable. Donc, le nombre de transactions aussi immobilières dans l'ancien et dans le neuf va se ressentir aussi par rapport à cette courbe démographique. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de fait de façon très succincte. Voilà, donc 850 000 transactions, 950 000 en 2025, 975 000, 1,50 million, 1,1 million. J'ai posé ça comme ça, mais c'est pour vous montrer un peu la vision du marché. Il ne faut plus s'attendre à des 1,2 million avant quelques temps. Le marché ne va pas redémarrer si fort, mais à 1,1 million, c'est OK. Les Français ont repris la confiance et les professionnels, et je le souhaite aussi pour les professionnels de la construction, aussi arrivent à sortir la tête de l'eau. Alors, on est en 8e position sur le plan européen en termes de part propriétaire. Donc, 65,1% des Français sont propriétaires de leur logement. Là aussi, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. On n'est pas avec le gouvernement Macron sur une France des propriétaires, contrairement aux autres gouvernements. Aujourd'hui, il y a, bon là, ici, il y a eu des opportunités parce qu'on était sur des régimes communistes qui a été propriétaires de parcs immobiliers et qui l'ont cédé à la population parce qu'ils n'arrivaient plus à l'assumer. Par contre, donc ça, c'est hors cadre presque. Par contre, on a l'Espagne, la Grèce, l'Italie qui ont une culture sud-européenne d'accession à la propriété. C'est comme ça, c'est générationnel. Devenir propriétaire le plus vite possible en Espagne, devenir propriétaire le plus vite possible en Italie, c'est quelque chose qui est dans les gènes. C'est vers ça qu'on doit tendre et pour ça, il nous faut un gouvernement qui nous incite aussi à aimer l'immobilier. Aujourd'hui, on est là, on devrait, en tout cas le plus rapidement possible dans mon schéma idéal, on devrait se retrouver au niveau de la Belgique, au niveau de l'Italie dans les 20 ans à venir. Et puis après, on a des pays pour qui être propriétaire, ce n'est pas une notion culturelle du tout. Les logements sont tellement chers qu'accéder à la propriété, ce n'est pas une priorité. Alors, je pense à mes amis qui sont dans le neuf aussi. Il y a un graphique de la Fédération française du bâtiment qui est assez édifiant. Donc là, c'est le nombre de chantiers mis en logement. Donc, on est 480 000 en 2007. On était sur des pics aussi, ça construisait de partout. Là, aujourd'hui, 274 000, je vous laisse compter, il y a 200 000 mises en chantier de moins qu'au pic. Donc, ça se ressent forcément. Alors, je ne vais pas faire de focus sur la construction, parce que je ne maîtrise pas du tout ça sur le neuf. J'ai des amis qui font bien mieux que moi, dont Vincent Bellassène, qui pourra analyser cette partie-là avec vous. Mais en tout cas, ça influe aussi sur la suite que je vais vous donner, c'est-à-dire quid du marché ancien par rapport à la disponibilité future des logements neufs. Donc, on a moins de logements neufs. Ce que vous avez ici, les mises en chantier qui ont été divisées par 2, c'est forcément des biens qui ne seront pas disponibles sur le marché dans 2 ou 3 ans. Pour relancer la mécanique de la promotion de la construction, il faudra entre 3 et 5 ans. C'est pour ça que vous avez entendu des plans de la part de Nexity et de sa présidente. Bien sûr, ils s'adaptent parce qu'il y a 3-4 années qui vont être très difficiles à passer pour la promotion immobilière. Voilà. Ça, là-dessus, nous, on a cette chance aussi de pouvoir avoir de l'immobilier immédiatement disponible. Alors, on refait un petit zoom sur les permis de construire. Donc, 450 000, 369 000 là aujourd'hui. Donc, voilà, 100 000 permis qui ont été perdus. Alors, la bonne question à se poser, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il faut investir ou attendre? Je vous répète la phrase de Winston Churchill, n'attendez pas pour acheter de l'immobilier, achetez de l'immobilier et attendez. Véritablement, le discours qu'on doit donner, nous, à nos clients, il doit être plutôt positif en ce moment, mais il doit se baser sur des faits, sur une analyse. Alors, j'ai fait un petit compte d'apothicaire. Baisse du pouvoir d'achat entre 2022 et 2024, moins 25%. Par rapport à l'augmentation des taux, ils ont perdu moins 25% d'achat. Moins 27 peut-être. Bon, j'ai mis ça à moins 25. On a une augmentation des salaires de 4%. On a une baisse des prix. Donc là, on fait un focus, mais on a une baisse des prix qui s'est amorcée, qui est de 10%. Et on a une resolvabilisation des ménages avec les baisses de taux qui arrivent donc sur 75 points de base, c'est-à-dire 0,75. À la fin de l'année, on va avoir des taux qui vont être entre 3 et 3,20. Voilà, c'est quelque chose qu'on pourra obtenir, qui étaient des très très bons taux il y a quelques années. Et l'objectif, bien sûr, en fonction de l'inflation, c'est d'arriver sur des taux sur 2025 qui sont des taux tenables pour tout le monde, qui sont de 2,5. Je vous rappelle aussi que la dette de l'État, ces taux directeurs, en tout cas l'OAT, ça a une répercussion énorme, donc même les États ne peuvent pas tenir ces taux directeurs. On a un résiduel de 4% finalement. Donc ce résiduel, il n'est pas si... Alors,
Je vous parle de ça in fine, c'est-à-dire une fois que les taux ont bougé. Mais s'ils bougent dans un mois, le discours, vous pouvez l'avoir tout de suite auprès de vos clients. Et on peut tout de suite aussi se poser la question de comment l'immobilier va se comporter. Eh bien, l'immobilier, il va se comporter de la façon suivante, c'est l'épargne est partie en flèche, il en reste beaucoup, les salaires ont augmenté, les logements neufs, désolé pour mes amis dans le neuf, sont devenus moins disponibles, et en tout cas à retardement. On a une démographie malgré tout qui continue à augmenter, des taux d'intérêt qui vont baisser et des capacités d'emprunt, du coup, qui vont augmenter. Pour l'ancien immédiatement disponible, c'est assuré, c'est un prix en augmentation. Le bon moment pour acheter, c'est maintenant. Et c'est comme en 2008 ou 2009, on avait des discours très construits auprès de nos clients en leur disant, c'est pas quand ça va remonter qu'il faut acheter, c'est au creux de la vague qu'il faut acheter et c'est maintenant qu'il faut se positionner. Donc mon discours, c'est investissez, mais investissez même maintenant. Vous avez des prix qui sont fortement impactés par des baisses de prix. Vous avez des marges de négociation qui sont beaucoup plus fortes. Mais le tout, c'est d'avoir confiance. Alors, il faut rappeler, en fait, pourquoi nos clients achètent de l'immobilier. Et c'est notre rôle. On n'est pas, c'est fini 2020-2021, comme je dis souvent. Sinon, on se met une bande taxi sur le toit et n'importe qui peut faire le métier. C'est fini d'emmener son client en visite et de le laisser acheter. Aujourd'hui, on est vraiment sur un accompagnement et sur une pédagogie de l'acte d'achat. On est là pour leur accompagner et leur expliquer ce que c'est d'acheter un bien immobilier. C'est se constituer une épargne forcée. J'ai acheté de l'immobilier, moi, il y a 15 ans que j'ai aujourd'hui. Je suis content parce que j'ai de l'épargne disponible. Donc, quand on passe son temps à examiner la bulle, quand on passe son temps à se dire est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment, finalement, à la fin, c'est l'immobilisme et il ne se passe rien. Et c'est des gens qui, 20 ans plus tard, regrettent. On les a en agence qui nous disent oui, mais j'ai attendu, puis finalement, au bout de 15 ans, je n'ai pas acheté et je regrette. Mais oui, on a même eu des couples de clients qui avaient 50 ans, 60 ans et qui nous disaient maintenant que je dois acheter, je me retrouve, c'est compliqué, acheter le plus vite possible, surtout c'est le message qu'on doit donner, et constituez-vous une épargne forcée. Constituez-vous aussi une assurance décès, parce que lorsque vous êtes emprunteur, vous êtes couvert par des assurances qui sont les assurances les plus compétitives du marché. Vous avez des assurances qui vous couvrent, qui vous permettent en cas d'accident de la vie, en cas d'arrêt de travail prolongé, invalidité, perte d'emploi, décès. Je vais vous citer moi un exemple autour de moi. J'ai mon cousin qui est couvreur, qui a fait une chute d'un toit, qui aujourd'hui ne peut plus travailler comme avant. Il est couvert et heureusement qu'il a été bien couvert par sa banque et par son assurance, parce qu'aujourd'hui, il ne serait pas dans les mêmes conditions, il est sécurisé. Pareil pour le décès, bien sûr, on va toucher du poids. J'ai cette règle qui me suit depuis 20 ans, il n'y a plus aucun chiffre, mais c'est du bois. Tout ça pour vous dire que touchons du bois, mais le décès, écoutez, si moi, je suis très exposé avec beaucoup de prêts immobiliers, mais si demain, je décède, je touche bien du bois, vous inquiétez pas, je suis en bonne santé, qu'est-ce qui va se passer? Les prêts vont être remboursés et mes héritiers auront la capacité d'avoir de l'immobilier aussi et de pouvoir faire face. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'acquisition immobilière. Et ce n'est pas juste acheter pour loger sa famille. Il y a de la sécurité derrière. Et puis, pour la sécurité d'un foyer à soi, ce que je vous disais, j'ai fait le choix, en attendant que le marché bouge un peu, moi, il y a un an, d'être locataire de ma résidence principale, parce que j'ai vendu ma résidence principale. On est d'ailleurs on a acheté un terrain pour construire, donc ça ne va pas durer longtemps, mais en tout cas, je suis locataire aujourd'hui. Ça n'a pas duré longtemps, mais ce n'est pas agréable, ce n'est pas confortable d'être locataire. Si demain, mon propriétaire, en plus, on a loué une maison meublée, vous allez savoir toute ma vie, si demain, mon propriétaire met fin, je suis à la rue. Voilà. Ou si demain, il souhaite reprendre son logement, je suis à la rue. On n'a pas la main. Donc, avoir un foyer à soi, c'est important. Et puis, pour sécuriser sa famille, dans la transmission du patrimoine, laisser quelque chose à ses enfants, pouvoir transmettre un héritage, une maison, même si on voit des choses assez catastrophiques en termes d'héritage, parfois où les gens s'arrachent de bouts de terrain, voilà, laisser quelque chose à ses enfants, c'est quand même important. Voilà, mon analyse en 40 minutes. Ça a été un peu speed, mais plus long, ça aurait été chiant. Là, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir vous poser un peu quelques chiffres, quelques données. On va la rediffuser. Je vois Pierrick Etard qui demande la rediffusion. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a apporté des choses, en tout cas sur la vision, c'est impeccable. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le lis, ça me fera plaisir. Et puis, retransmettez tout ça sur le marché de façon à redonner la confiance aussi à vos clients, de vous aussi regagner en confiance, de façon à pouvoir vous remettre sur le marché, parce que c'est maintenant qu'il faut mobiliser les ressources. On a passé le plus dur. On attend la baisse des taux, on attend des indicateurs encourageants,
Mais nous, on travaille toujours en amont parce qu'on travaille dans la pédagogie. Donc, travaillez dans la pédagogie avec vos clients et on va reconnaître des bonnes années. Forcément, c'est cyclique l'immobilier. C'est tous les 15 ans. Tous les 15 ans, on s'en prend une parce que tous les 15 ans, c'est pour ça que c'est un peu téléguidé. Tous les 15 ans, l'économie dérive complètement et au bout d'un moment, il faut couper. Et c'est ce qui s'est passé. On a coupé. Ça a été assez violent, mais c'était un mal nécessaire. Mais ça aurait pu être fait autrement. Aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas nous accompagner. Il ne faut pas attendre de mesures du gouvernement. Le train d'atterrissage, on l'a sorti tout seul. La piste d'atterrissage, on s'est démerdé tout seul. Tout ça, quand je dis tout seul, c'est les consommateurs, les professionnels de l'immobilier. Il ne faut pas attendre de mesures éclairs parce que le gouvernement n'a pas de budget pour nous soutenir. Là où on peut compter, c'est sur les banques qui vont devoir aussi attirer de nouveau du client et qui jouent de malice pour vous proposer des produits intéressants. Voilà, allez, bon courage, à bientôt, bon business et puis à bientôt pour un nouveau avec, je pense, des perspectives claires et j'espère qu'on sera tous OK avec ce qu'on a dit aujourd'hui dans quelques mois. Allez, bon courage à tout le monde. On termine par une petite vidéo.